What? Ça y est, Doctor Who a célébré ses 60 années d'existence, avec une trilogie d'anniversaire marquant le retour de David Tennant, Catherine Tate et surtout Russell T Davies. On attendait tous cette célébration avec impatience, fans et moins fans, surtout après une ère aussi décriée comme le fut celle de Chris Chibnall, et après une régénération aussi intrigante. Alors au final, qu'est-ce que ça a donné ? Le premier épisode de cette trilogie est assez particulier, puisqu'il est une adaptation d'un comics du Doctor Who Magazine datant des années 80. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, ce comics est sorti en France il y a quelques années grâce aux éditions Franchise, ce qui fait que, personnellement, je l'avais lu avant la diffusion du 60e anniversaire. Et si je le précise, c'est parce que, à cause de ça, j'ai été assez peu surpris par le déroulement des événements. En effet, l'épisode de Russell T Davies adapte assez fidèlement l'histoire de la BD, en y ajoutant cependant tout ce qui concerne Donna et sa famille. Mais au-delà du plaisir que l'on a à retrouver David Tennant dans son rôle iconique, celui qui crève l'écran au point de porter l'épisode à lui seul, c'est surtout le MIP. Un personnage devenu instantanément culte grâce à un animatronique particulièrement bluffant, bien qu'il soit parfois accompagné de CGI. Pour moi, il est le plus gros point positif de l'épisode, parce que pour le reste, c'est compliqué. Pour être honnête, dès le départ, il y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est le fait que dans ce premier épisode, l'air de Jodie Whittaker semble avoir été totalement ignoré, voire même effacé. D'habitude, c'était toujours un moment sympa de voir un nouveau docteur porter le costume de sa précédente incarnation, et acquérir plus ou moins rapidement un nouveau tournevis et un nouveau TARDIS. Ici, rien de tout ça. Comme on l'a vu dans le précédent épisode, le costume de Jodie Whittaker a disparu magiquement, laissant place à celui de David Tennant, et lorsque ce dernier débarque sur Terre pour sa nouvelle aventure, on s'aperçoit qu'il possède un nouveau tournevis sonique qu'on n'avait jamais vu avant. Quant à l'intérieur du TARDIS, il change sans aucune véritable explication, juste parce que c'est comme ça. Vous me direz sûrement que ce n'est qu'un détail, d'autant que la suite nous prouvera qu'il a quand même fini par prendre en compte le travail de son prédécesseur, mais je peux pas m'empêcher d'y voir quand même une certaine volonté de repartir à zéro en effaçant hors champ ce qui appartenait à l'ère précédente. J'ai toujours préféré l'approche de Steven Moffat, qui dans son incroyable The Eleventh Hour par exemple, justifiait scénaristiquement le changement de TARDIS et de tournevis sonique. Précisons tout de même qu'une histoire intermédiaire du Doctor Who Magazine nous montre le Sonic de Jodie Whittaker se faire détruire, ce qui explique au moins pourquoi il ne l'a plus, mais on voit pas pour autant débarquer le nouveau. Et la raison pour laquelle je trouve que ce n'est pas qu'un détail, c'est que c'est un aspect qu'on retrouvera malheureusement tout au long de ces épisodes des 60 ans. Russell T Davies s'en fout de justifier ce qui se passe à l'écran. Il écrit ce qu'il a envie, et tant pis si ça n'a pas de sens. Et si vous pensez que j'extrapole à partir de pas grand chose, laissez-moi vous parler de la fin de The Star Beast. Je préfère d'abord préciser que je n'ai pas détesté l'épisode pour autant, comme je l'ai dit, il a quand même ses qualités, mais en ce qui concerne la résolution finale, il y a quand même un truc qui me dérange. Évidemment, comme on s'en doutait, Davies a voulu faire revenir Donna, ce qui impliquait de manière quasiment inévitable de gâcher la conclusion de son personnage en saison 4. Bon, tant pis, au moins elle aura une fin heureuse, même si maintenant, quand on reverra le final de la saison 4, on se dira que c'est pas si grave et qu'elle n'aura à attendre que quelques années pour que tout lui revienne en mémoire. Mais ça, à la limite, j'aurais été prêt à l'accepter si la justification n'avait pas été aussi bancale. En effet, à la fin de The Star Beast, on apprend que les souvenirs et connaissances qui étaient enfouis dans l'inconscient de Donna ont pu être en partie transférés dans l'esprit de sa propre fille Rose, lui permettant ainsi de rester en vie malgré tout. Jusqu'ici, pourquoi pas, sauf que forcément, ça arrangeait pas trop Davies de garder le fameux Dr Donna, avec ses connaissances de Seigneur du Temps transmises à sa fille. Les deux personnages décident alors d'oublier par elles-mêmes ces connaissances, et de redevenir normales, parce que visiblement, elles ont ce pouvoir. Avec au passage une réplique franchement douteuse sur le fait que le docteur ne peut pas comprendre en tant qu'homme. Ok. Voilà, c'est ça le problème avec le Russell T Davies d'aujourd'hui. Il se fait même plus chier à trouver une justification plausible. Donna et Rose décident simplement d'oublier parce que c'est comme ça. C'est exactement le même problème que le changement de TARDIS ou de tournevis. Le TARDIS il a changé d'intérieur parce que c'est comme ça. Alors entendons-nous bien, Russell T Davies a toujours été le spécialiste des résolutions faciles et des Deus Ex Machina. La différence majeure, c'est qu'avant, il cherchait toujours à instaurer un minimum de logique ou de préparation. Prenez par exemple le final de la saison 1 lorsque Rose Tyler absorbe l'énergie au cœur du TARDIS pour détruire toute la flotte Dalek. C'est un peu facile, voire un peu pété, mais le cœur du TARDIS avait été introduit dans Boomtown, l'épisode qui précède le final. C'est le fameux principe du setup payoff. On introduit un élément pour s'en servir dans la résolution plus tard.
Autre exemple, dans le final de la saison 4, lorsque David Tennant se régénère en David Tennant, il redirige son flux vers sa propre main tranchée datant du premier épisode de Noël, afin de garder son apparence. Encore une fois, il se sert d'un élément introduit plus tôt pour justifier ses choix scénaristiques. À cette époque, c'était pas juste un « ta gueule c'est magique », c'était quand même un peu plus élaboré que ça. C'est pour ça que j'ai du mal avec la fin de The Star Beast, qui pour le coup ne prend même pas la peine d'expliquer de manière plausible sa résolution. Et je ne parlerai pas de la confusion entre la transidentité et la non-binarité, n'étant moi-même pas concerné par le sujet, mais clairement, si l'on reprochait des maladresses d'écriture à Chris Chibnall, il faut aussi le relever quand il s'agit de Russell T Davies. C'est pas parce que c'est le showrunner qui a mis tout le monde d'accord à l'époque où il a ressuscité la série qu'il faut tout lui pardonner pour autant. Vous me trouverez peut-être un peu sévère, mais vous allez voir que c'est un défaut qui reviendra hélas un peu plus tard, même si, fort heureusement, entre-temps, on a eu le droit à Wild Blue Yonder. Heureusement, Wild Blue Yonder est ce que Doctor Who sait faire de mieux. Un huis clos étrange et angoissant, mettant les protagonistes à l'épreuve face à des entités tentant de les remplacer. Une sorte de suite spirituelle à Midnight, avec un peu de Heaven Sent dedans, en témoigne son vaisseau aux pièces changeantes, et son robot avançant lentement d'un bout à l'autre de l'endroit. En somme, du très grand Doctor Who et du très grand Davies. Entre ses idées visuelles marquantes et son gimmick choral qui n'est pas sans rappeler un certain Moffat, My arms are too long. Okay. My arm's too long. Look. on est bien là face à un épisode qui marquera durablement la série, au même titre que les précédents cités, en tout cas je pense. Et pour le coup là, oui, dans cet épisode on s'aperçoit que Davies prend quand même en compte les événements de l'ère Chibnall, puisqu'il nous informe enfin des conséquences du flux. Et franchement, merci pour ça, parce que j'ai beau avoir adoré la saison 13, ça m'a toujours dérangé qu'elle se termine sur un happy ending, sans qu'on sache précisément ce qui était arrivé à l'univers. Plus tard, on verra qu'il n'a même aucun mal à parler du si décrié Timeless Child. Mais en réalité, j'ai jamais douté de son respect envers ses confrères. Y a que les fans les plus idiots qui pensaient que Davies allait décanoniser le travail de son pote. On n'est pas dans la post-logie Star Wars là, hein. C'est plutôt sa façon de faire disparaître hors champ les éléments visuels de l'ère Chibnall qui m'avait dérangé dans le précédent, ce qui est encore autre chose. Finalement, le plus terrible avec Wild Blue Yonder, c'est que j'ai pas grand chose à en dire, parce que j'ai pas grand chose à lui reprocher, contrairement aux deux autres. C'est dommage parce que j'ai pas envie que les gens ne retiennent que le négatif au terme de cette vidéo, mais le fait est qu'on a toujours plus à dire quand quelque chose nous déplaît que quand c'est irréprochable. Bravo Russell T Davies, c'est exactement ça qu'on veut dans Doctor Who, des épisodes au concept fort et marquant. Tu vois quand tu veux, tu peux le faire hein. Comme pour The Star Beast, mon sentiment face à The Giggle a été un peu plus mitigé que je l'aurais voulu. Mais d'abord, commençons par le positif. Toute la première partie centrée sur le plan du Toymaker est plutôt réussie, bien qu'un peu rushée. Le choix de Neil Patrick Harris pour incarner cet antagoniste est d'ailleurs aussi brillant que l'acteur lui-même. Le Toymaker a toujours été un personnage avec un concept génial, bien que forcément limité par les moyens de l'époque, et étonnamment, il n'était jamais revenu dans la série télévisée. Cette réinvention du personnage sous un angle plus moderne et exubérant était donc une nécessité que Davies semble avoir bien compris. Je retiendrai surtout la séquence dans la boutique métamorphe. C'est exactement ce que l'on attendait d'un tel personnage, ayant la capacité de contrôler la réalité et s'en amusant à sa guise. Mais il y a aussi le théâtre mettant en scène les anciens compagnons du Docteur sous forme de marionnettes, qui nous montre à la perfection comment faire du fanservice qui fait plaisir, tout en servant le propos. Et puis retour en 2023 pour le climax de l'épisode, et c'est là que tout se complique un peu. Le Toymaker, cette figure divine capable de manipuler la réalité, se fait battre parce qu'il a raté une balle. Ah ok, bon bah au moins on aura eu Neil Patrick Harris dans Doctor Who, c'est déjà ça. Ah oui, et puis il y a cette fameuse bigénération qui ne s'appelle pas birégénération visiblement. Alors en soi, le concept en lui-même ne me dérange pas. Le problème, c'est que là, il s'en sert pour en faire un nouveau clone de David Tennant, qui restera vivre avec une de ses précédentes compagnes. En somme, exactement ce qu'il avait fait en saison 4, lorsqu'il a créé un pseudo-docteur de compagnie exprès pour Rose Tyler. D'ailleurs, dans une scène coupée de la saison 4, on pouvait voir le docteur offrir une pousse de Tardis à son double moitié humain, pour qu'il puisse vivre ses propres aventures avec Rose. Et devinez ce que fait Davies à la fin de The Giggle? Eh bien, la même chose. Il dédouble magiquement le Tardis pour en donner un aux tenantes restant sur Terre. Et l'épisode se termine sur ça. Donc on n'aura jamais d'explication sur le changement de costume du Docteur à la fin de Power of the Doctor, et tout ce qu'on saura sur le retour de son ancien visage, c'est que d'après Donna, et seulement d'après Donna, c'était sûrement pour lui permettre de se reposer un peu avec les Nobles, histoire de faire une petite pause dans ses aventures.
Alors ok, pourquoi pas, mais dans ce cas, pourquoi lui donner un Tardis? C'est comme si l'épisode contredisait lui-même sa propre conclusion. Et puis surtout, pourquoi ce visage et cette compagne en particulier? Il aurait très bien pu rendre visite à sa petite fille Suzanne, qui a elle aussi une vie tranquille dans une autre temporalité. Il aurait pu voir Martha aussi, ou même n'importe quelle précédente compagne. En fait, il n'avait même pas réellement besoin d'un ancien visage ou d'une birégénération pour faire une pause de quelques années s'il en avait envie. Mais comme c'était David Tennant et Catherine Tate qui avaient envie de revenir pour les 60 ans, leurs personnages sont revenus dans la série, parce que c'est comme ça. Au risque de me répéter, c'est précisément ce que je disais précédemment. Davies ne s'embête même plus à justifier ce qu'il écrit. David Tennant est revenu parce que c'est comme ça. Ses vêtements se sont régénérés parce que c'est comme ça. Tant pis pour les gens comme moi qui attendent un minimum de logique et de cohérence. C'est quelque chose que j'ai souvent dit, mais généralement, je préfère une justification capillotractée plutôt que pas de justification du tout. Et là, on n'a rien du tout. Et c'est sans parler du fait que personne n'a véritablement compris en quoi consistait cette bigénération, au point que, à mon avis, elle n'est pas claire non plus pour Davies lui-même en fait. Pour certains, il s'agirait bien d'une séparation en deux entités distinctes, ainsi le docteur de David Tennant pourrait devenir dans son futur le conservateur aperçu dans The Day of the Doctor par exemple. Mais l'hypothèse qui semble la plus populaire, c'est tout simplement que le docteur de Ncuti Gatwa serait arrivé trop tôt, et que par conséquent, lorsque Tennant 2 finira sa vie, il se régénérera en Ncuti Gatwa. Ou plutôt il se fera téléporter je suppose, puisque la première apparition de Gatwa c'est sur le toit de Unit. Bref, en l'état, c'est franchement pas clair. Et comme si ça ne suffisait pas, Davies en a rajouté dans les commentaires de l'épisode en expliquant que, selon lui, toutes les précédentes incarnations se seraient bigénérées, quand bien même on ne l'avait jamais vu physiquement à l'écran, rendant ce concept de bigénération encore plus flou qu'il ne l'était déjà. C'est tellement pas clair que quand j'en ai parlé sur Twitter, tout le monde s'est mis à m'expliquer leur propre compréhension du concept, sauf qu'aucune d'entre elles n'était cohérente avec les autres. Donc en fait, personne n'avait compris la même chose, et pourtant tout le monde était convaincu de ce qu'il disait. Certains étaient même tellement convaincus qu'ils en devenaient carrément virulents, ce qui est franchement ironique puisque The Giggle dénonce précisément ce genre de comportement, particulièrement présent sur les réseaux sociaux. En fait, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que Davies avait toutes les cartes en main pour nous offrir une conclusion satisfaisante. Je veux dire, il a ramené un personnage qui a littéralement le pouvoir de manipuler la réalité. S'il voulait vraiment justifier le retour du visage de Tennant et l'apparition de son costume, il avait juste à dire que c'était un coup du Toymaker qui voulait s'amuser avec lui pour se venger. Tout était là, c'était d'une simplicité enfantine. Alors bien sûr, ça n'aurait surpris personne puisqu'on s'attendait tous à ça. Mais j'aurais largement préféré une justification prévisible plutôt que ce qu'on a eu. Alors oui, j'ai du mal à cacher ma petite déception face à ce final des 60 ans, qui restera pour moi comme un caillou dans la chaussure. Une conclusion que j'ai encore du mal à accepter pour le moment, même si ça pourrait finir par évoluer à l'avenir, qui sait. En tout cas, même si j'ai heureusement adoré White Blue Yonder, je maintiens que globalement, Davies nous avait habitués à mieux en ce qui concerne ses résolutions. Certes, il a eu parfois recours à des facilités par le passé, mais pas à ce point et pas comme ça. Beaucoup ont reproché à cette trilogie de ne pas vraiment célébrer la série, comme l'avait fait The Day of the Doctor 10 ans auparavant. Évidemment, c'est un reproche légitime que je peux comprendre, mais à titre personnel, je me suis rendu compte que je m'en foutais un peu en fait. Déjà parce que, c'est con à dire, mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est simplement d'avoir des bons épisodes. Et puis surtout, si vraiment vous vouliez un gros blockbuster épique avec du fanservice et des caméos d'anciens docteurs, bah en fait cet épisode, il existe déjà, et il s'appelle The Power of the Doctor. Et ouais, je pensais pas dire ça, mais The Power of the Doctor m'a globalement bien plus marqué que la trilogie des 60 ans, et pour beaucoup, c'est lui que l'on retiendra pour son hommage à la série, même s'il est arrivé un an trop tôt. Un peu comme si les 60 ans s'étaient bigénérés finalement. Au final, la célébration du 60e anniversaire n'aura clairement pas été aussi chargée et marquante que les 50 ans, mais soyons honnêtes, on a quand même eu de quoi faire. Rien n'égalera jamais An Adventure in Space and Time, mais on aura eu le droit à un remontage colorisé du tout premier épisode des Daleks, datant de 1963. Et autant la colorisation, je m'en fous un peu, autant tout ce qui peut dynamiser le rythme des classiques, c'est toujours bon à prendre. Il y a aussi eu Tales of the TARDIS mettant en scène d'anciens acteurs de la série classique. L'intérêt de ces quelques scènes reste assez limité, mais ça a le mérite d'exister. Et puis il y a eu le mini-sode pour le Children in Need, qui pour le coup est vraiment génial. Je vous conseille d'aller le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et à défaut d'avoir eu un équivalent au téléfilm retraçant les origines de Doctor Who, on a eu le droit à une scène alternative montrant Ncuti Gatwa prendre la place de Matt Smith. Une idée que je trouve particulièrement brillante.
Changement complet d'ambiance avec The Church on Ruby Road, un épisode de Noël très léger et dépourvu de tout lore et enjeux épiques. Si l'histoire en elle-même n'a vraiment rien d'exceptionnel, c'est surtout ces personnages qui en font un épisode si réussi. Russell T. Davies est peut-être le showrunner qui prête le plus d'importance à la caractérisation de ses personnages, ou en tout cas celui qui réussit le mieux cet aspect. Une qualité qui manquait à Doctor Who depuis son départ, et qu'on peut se réjouir de retrouver ici. Ruby Sunday est immédiatement touchante et attachante, tandis que cette nouvelle incarnation du Docteur crève l'écran par son énergie débordante. Je trouve qu'on est là face à un Docteur très différent de d'habitude, mais après 60 années d'existence, c'est un renouveau qui me paraît plutôt bienvenu. Il m'en faudra en voir encore un peu plus pour être définitivement fixé, mais il est indéniable que Ncuti Gatwa est un excellent acteur qui s'investit dans son rôle et surtout qui s'amuse. Non mais franchement, ça se voit qu'il est content d'être là, et rien que pour ça, ça fonctionne. Le plus étonnant, c'est que cette fois, Davies se permet même de jouer avec le temps, ce qui mine de rien n'était pas tellement dans ses habitudes par le passé. Un personnage qui se voit effacé de la réalité à cause d'un événement temporel, ça serait plutôt un délire de Steven Moffat en temps normal. Et oui, encore lui. Mais vous imaginez bien que cette nouveauté n'est pas pour me déplaire, bien au contraire. La petite partie comédie musicale est peut-être ce qui risque de diviser le plus, ce que je peux comprendre, mais personnellement, étant assez sensible à ce genre, je dois dire que ça m'a pleinement satisfait. Et il se pourrait bien que ça ne soit qu'un début, mais bon, on verra bien. A nouveau, je n'ai finalement pas grand chose à reprocher à cet épisode plutôt sobre mais agréable, si ce n'est peut-être tout ce qui concerne les gobelins que je trouve assez peu présents finalement. Quand ils sont là, ils font plus acte de présence qu'autre chose, et se révèlent au final assez peu menaçants. J'aurais aimé voir un peu plus de scènes d'action avec eux. Un truc à la Gremlins aurait été parfaitement approprié par exemple, mais bon, tant pis. Bon, il y a aussi le fait qu'on ne sait pas comment le Docteur a pu être mis au courant pour le sapin qui tombe sur Davina, donc ça semble un peu sortir de nulle part, mais bon, allez. L'épisode est cool et bonne vibe, donc on va dire que c'est pas trop grave. Contrairement à ce que certains de mes propos pourraient laisser entendre, je suis finalement plutôt satisfait par le retour de Russell T. Davies. Vous l'aurez compris, je ressors globalement assez mitigé par les célébrations du 60e anniversaire, principalement à cause des résolutions que je trouve indignes du travail habituel de Davies, mais pour l'instant, je préfère voir ça comme une erreur de parcours plutôt que comme un signe annonciateur. Car en dehors de ça, Russell T. Davies est un scénariste en qui on peut avoir confiance, dans la mesure où l'on sait exactement ce qu'il vaut en tant que showrunner. Si ces futures saisons sont à l'image de White Blue Yonder et The Church on Ruby Road, ce que j'espère, alors tout ira bien. L'avenir nous le dira, mais en ce qui me concerne, je suis plutôt confiant. À vous de me dire ce que vous avez pensé de la célébration des 60 ans de Doctor Who, ainsi que de l'épisode spécial Noël. C'est une nouvelle ère qui commence enfin, et je ne sais pas vous, mais moi j'ai très hâte de voir ça.